Donald Trump vient de mettre la main sur la plus grosse station d'essence du monde. Mais Emmanuel a dit No, no, no. non, 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 je ne ferai pas ça. Mais si tu vas le faire, Emmanuel, à 100%. Okay, here's the story, Emmanuel. Je lui ai dit, écoute, Emmanuel, voilà ce qui va se passer. Every single Avant lundi, tu dois faire tout ce que je t'ai dit. Nous assistons à un changement complet de l'ordre international. Cette phrase n'est pas anodine. Elle ne vient ni d'un activiste, ni d'un opposant idéologique aux États-Unis. Elle vient de Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français, ancien ministre des Affaires étrangères, diplomate reconnu sur la scène mondiale. Invité de BFM TV, ce dimanche 4 janvier, Villepin a exprimé une inquiétude profonde face à l'intervention militaire américaine contre le Venezuela. Pour lui, cet acte n'est pas une simple opération stratégique. C'est un signal de rupture, un signal qui annonce un monde plus dangereux, plus instable et surtout plus imprévisible. Dominique de Villepin pose une question fondamentale. Sommes-nous face à une opération de sécurité ou à une démonstration de force ? Prenez l'exemple du président français, je l'aime bien. Emmanuel Vous le connaissez, Emmanuel Macron. Macron. J'adore l'accent français. Emmanuel. Listen. Je lui ai dit, écoute, tu vas devoir augmenter un petit peu le prix de tes médicaments. Parce que nous, on paye 14 fois plus que toi. 14 times more than you. Emmanuel a dit Emmanuel goes, no, no, no. non, 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 je ne ferai pas ça. Mais si tu vas le faire, Emmanuel, à 100%. Okay, here's the story, Emmanuel. Je lui ai dit, écoute, Emmanuel, voilà ce qui va se passer. Every single Avant lundi, tu dois faire tout ce que je t'ai dit. Sinon, j'impose des droits de douane de 25% sur tout ce qui sort de France. Ton vin, ton champagne, tout. and everything else. No, 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 no. Non, 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 tu ne peux pas faire ça. Si je peux le faire, et je vais le faire. I will do that. Le Venezuela, pays déjà affaibli économiquement et politiquement, devient selon lui le terrain d'expression d'une puissance qui ne reconnaît plus de limites. L'argument humanitaire est invoqué. La stabilité régionale est mise en avant. Mais pour Villepin, ces justifications masquent une réalité plus brutale. La volonté d'imposer un rapport de force direct sans cadre légal international. Villepin insiste sur un point central, l'intervention s'est faite sans mandat clair de l'ONU. Autrement dit, pas de légitimité collective, pas de décision multilatérale, pas de respect des règles établies après 1945, quand le droit international est contourné, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Selon lui, cette attaque affaiblit dangereusement les institutions censées prévenir les conflits. Le droit, autrefois rempart contre l'arbitraire, devient optionnel. Et en Europe et aux États-Unis. Et bien sûr, une complicité avec un certain nombre de trafics et donc complicité mafieuse. Est-ce que cela justifie une opération comme celle-ci ? Clairement, non. La souveraineté d'un État ne peut pas être mise en cause unilatéralement. Il y a un processus pour ça. Est-ce que les Nations Unies ont donné leur accord ? Est-ce qu'il y a le consentement de l'État ? Non. Je redis, nous sommes là encore devant un régime qu'il n'est pas possible de soutenir politiquement, puisque c'est un régime théocratique qui a fait connaître à son peuple des souffrances immenses. Et nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a plusieurs dimensions dans la colère qui s'exprime. Bien sûr, une dimension qui s'est exprimée à partir de la mobilisation des commerçants, du bazar, des étudiants, mais qui dépasse et de loin la simple dimension économique, même si il faut savoir, les femmes bien sûr, il faut savoir qu'il y a un stress hydrique, une grande sécheresse qui frappe l'Iran et qui est en partie responsable de cette mobilisation. Mais il y a un rejet très profond du régime. Face à cela, quelle est la bonne attitude ? Est-ce que c'est là encore l'ingérence, une intervention israélo-américaine ? Je ne le crois pas. Je crois que les Iraniens doivent agir par eux-mêmes, et je crois que toute intervention, toute immixtion, toute ingérence serait contre-productive. Il y a un très fort nationalisme persan, il y a une très forte identité persane, et je crois que autant nous devons apporter notre soutien au peuple iranien, autant toute idée d'immixtion serait contre-productive et irait à l'encontre de ce que nous souhaitons. Oui. C'est la libération moyennant quoi, ça fait du peuple iranien. Moyennant quoi, ça fait plus... Impossible pour Dominique de Villepin de ne pas faire le parallèle l'Irak, 2003. À l'époque déjà, une intervention sans consensus, des arguments sécuritaires contestés et un chaos durable en héritage. Villepin, célèbre pour son discours à l'ONU contre la guerre en Irak, voit dans le Venezuela la répétition d'un schéma dangereux. Agir d'abord, réfléchir ensuite et payer les conséquences plus tard. Selon Villepin, nous entrons dans une ère où la force militaire remplace la négociation, l'intimidation remplace la diplomatie, l'urgence justifie toutes les décisions. C'est un monde où la règle n'est plus écrite collectivement, mais imposée. Ce basculement est profond, car lorsqu'une grande puissance agit ainsi, elle crée un précédent. Et ce précédent peut être repris par d'autres puissances. La meilleure défense
La meilleure défense, elle est double. Elle est d'abord de comprendre que tout est lié. Nous sommes dans un monde où tout est lié, le national et l'international. La première défense, c'est la défense de ce que nous sommes, de nos valeurs, des principes du droit contre la force. Face à cela, il y a une première leçon à tirer. C'est que le droit, c'est très sympathique, mais ça ne suffit pas. Mais est-ce que le droit international, c'est pas l'arme des faibles aujourd'hui? C'est bien pour ça que je vous réponds. Le droit ne suffit pas, il faut la puissance. C'est la première leçon que nous devons tirer, nous, aujourd'hui, ce matin. Et les Européens, c'est que nous devons nous doter des attributs de la puissance. Ça commence aujourd'hui par un grand pacte européen de souveraineté, parce que ce qui est visé par les États-Unis, comme par la Russie, voire par la Chine, c'est la souveraineté européenne et la souveraineté française. Mais Cette souveraineté, elle est menacée, je l'ai dit, sur le plan du numérique, sur le plan technologique, sur le plan financier et évidemment sur le plan de la défense. Donc ce que nous pouvons faire, c'est rappeler l'importance de la règle de droit, se doter des moyens de la puissance. Et la première chose que devraient faire les Européens, c'est d'abord marquer clairement ce qui est inacceptable pour nous dans la décision américaine, se doter des leviers. Et ça, c'est une urgence absolue. Donc ce n'est pas ce qu'a fait Emmanuel Macron hier soir dans sa réaction. C'est l'inverse de ce qu'il a fait, et ça fait des mois que les Européens tergiversent. Mais les Européens sont dans l'illusion. Donc le Groenland, qu'est-ce qu'il faut faire au Groenland? Il faut aller déployer des troupes sur place? Oui, c'est ça. C'est immédiat, c'est dans quelques mois peut-être. Nommer les choses sur le plan international, c'est une première barrière. Nommer, s'organiser, se doter des moyens, et c'est pour cela que je dis un grand pacte de souveraineté qui implique que nous réagissions quand nous sommes agressés sur le plan du numérique, quand nous sommes agressés par les stablecoins, quand nous voyons la prédation américaine sur le plan de la planète. Villepin met en garde contre une réaction en chaîne. Si les États-Unis interviennent au Venezuela, d'autres puissances pourront justifier leurs propres interventions, d'autres conflits gelés peuvent s'embraser, l'instabilité devient la norme, le monde entre alors dans une logique de confrontation permanente. Une logique où la guerre n'est plus l'exception, mais un outil politique parmi d'autres. Autre critique sévère de Dominique de Villepin, le silence européen, une Europe divisée, hésitante, alignée par défaut. Pour lui, l'Union européenne a perdu sa voix diplomatique. Une Europe qui ne parle pas devient un simple spectateur de l'histoire. Sans autonomie stratégique, l'Europe subit les décisions des autres. Elle commente, mais n'influence plus. Villepin ne s'adresse pas seulement aux dirigeants. Il parle au peuple, car ce sont eux qui paient toujours le prix des sanctions, des bombardements, des déstabilisations durables. Le Venezuela, rappelle-t-il implicitement, est déjà un pays meurtri, et chaque intervention extérieure aggrave la souffrance des populations civiles. Dominique de Villepin ne parle pas seulement du Venezuela, il parle de nous tous. Que révèle ce passage en force? Est-ce que les États-Unis mettent le Venezuela sous tutelle? Est-ce que Donald Trump a ouvert la boîte de Pandore? Quel rôle pour nous dans ce monde qui est décrit aujourd'hui comme un monde de prédateurs? Dominique de Villepin, qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ces images ce matin du président vénézuélien? Que nous avons un peu plus changé de monde, changé de seuil. Progressivement, nous nous habituons à un monde où toutes les règles sont effacées, où le droit n'existe plus, le droit international qui est censé régir les relations entre États, tout cela n'existe plus. Et on voit bien à travers les réactions sur la scène internationale et en particulier sur la scène européenne. Pour certains, cela n'a plus beaucoup d'importance. L'importance serait ailleurs. Alors en effet, le Venezuela, c'est loin. Ne l'oublions pas, nous Français. À 1000 km du Venezuela, dans le pourtour, en Guyane, dans les Antilles, il y a 1 million de Français. Nous avons également, au-delà de l'éloignement, le sentiment que tout cela est passager. Après Donald Trump, les choses reviendront à la normale. Non, c'est un changement profond qui se prépare depuis des années. C'est la marche vers des nouveaux empires et l'Amérique aujourd'hui est prise par une forme d'hubris où tout est possible. Et c'est la marque d'un illimitisme. Il n'y a plus de limite. Pas de limite à la puissance, pas de limite à l'appétit prédateur, la quête de ressources. Derrière Nicolás Maduro et derrière l'argument du narcotrafic, qu'on peut comprendre compte tenu du drame que cela représente pour les États-Unis. C'est l'un des arguments avancés par Donald Trump. C'est l'un des arguments. Mais justement, monsieur Villepin, pour justifier son opération, Donald Trump a évoqué justement la question du narcotrafic, narcoterrorisme, puisqu'il serait inculpé pour ça dans un comté américain. Est-ce que c'est pas un élément à prendre en compte?
Barack Obama lui-même avait dit que le Venezuela était une extraordinaire menace pour les États-Unis. Il n'y a pas que Donald Trump, déjà il y a quelques années. Il faut d'abord et avant tout dire à quel point personne ne regrettera Nicolas Maduro. Vous ne le regretterez pas? Certainement pas. Nicolas Maduro est à la tête d'un régime qu'il a mis en faillite. Alors, un pays richissime, un pays pétrolier, un pays qu'il a mis en ruine, un pays qui connaît depuis des années une catastrophe humanitaire absolument sans précédent pour cette région. Donc Avec vous saluez 8 millions... son départ ou vous condamnez Arrête. cette opération? Laissez-moi terminer. Avec 8 millions d'exilés qui sont en Amérique latine et en Europe et aux États-Unis. Et bien sûr, une complicité avec un certain nombre de trafics et donc complicité mafieuse. Est-ce que cela justifie une opération comme celle-ci? Clairement, non. La souveraineté d'un État ne peut pas être mise en cause unilatéralement. Il y a un processus pour ça. Est-ce que les Nations Unies ont donné leur accord? Est-ce qu'il y a le consentement de l'État? Non. Y compris pour un président qui a volé les élections en 2024. Ça a été dénoncé par toute la communauté internationale. Mais est-ce que le premier réflexe de Donald Trump, c'est d'inviter le président élu à l'époque, M. Urrutia, à prendre le pouvoir à Caracas? Non. Et est-ce que le narcotrafic est véritablement la vraie raison? Ne l'oublions pas. Donald Trump a pris une mesure très importante il y a quelques jours. Il a gracié l'ancien président du Honduras, accusé pour plusieurs dizaines d'années de prison de narcotrafic, le président Hernandez. Donc, manifestement, il y a d'autres arguments. Alors justement, là où il faut prendre la mesure de ce qui se passe, mépris du droit international, atteinte à la souveraineté du Venezuela, convoitise, je parlais d'inimitisme, bien sûr. Nous sommes dans un monde de rareté et la quête par les nouveaux empires de ressources, de territoires constitue un objectif majeur. Le Venezuela, c'est la première réserve de pétrole. Amandine, Donald Trump vient de mettre la main sur la plus grosse station d'essence du monde. Mais il ne s'en cache pas précisément hier dans sa conférence de presse. Il assume parfaitement de vouloir envoyer les compagnies pétrolières américaines. Est-ce que pour vous, on peut même dire que la principale raison aujourd'hui, c'est une prédation américaine, une volonté de faire de l'argent avec le pétrole? Il y a une argumentation qui s'appuie sur le narcotrafic pour des raisons de légalité, également sur une opération de police qui trouve son fondement dans la décision de l'État de New York en 2020 et qui peut justifier un mandat d'arrêt contre Maduro, mais nous voyons bien que cela ne suffit pas à justifier l'opération américaine. D'autant que nous sommes au milieu d'un processus dont nous ne connaissons pas exactement aujourd'hui l'aboutissement. Les forces américaines sont intervenues pour exfiltrer le président, sa famille, ses enfants. On va revoir ces images pendant que vous parlez qui sont absolument incroyables. Les images sont parlantes. Mais, contrairement à ce qui s'est passé en Irak, il y a un changement de personne, pas encore un changement de régime. Les principaux protagonistes du régime sont en place. Le ministre de l'Intérieur, M. Diosdado Cabello, la vice-présidente, Delcy Rodriguez, le président du Parlement, le frère de Mme Rodriguez, tous ceux-ci sont en place. La vraie question, c'est, est-ce que c'est une opération qui se fait avec le maintien en place du régime, quitte à ce qu'une couverture soit donnée à ce régime, pour prendre la main sur les ressources pétrolières américaines, ou est-ce que c'est une véritable opération de régime et de protectorat sous direction américaine? Donc vous appelez à une forme de transition, de réorganisation du pouvoir des États-Unis. La première décision des États-Unis, c'est de reprendre le fil là où il a été interrompu sur le plan démocratique. Et donc de faire en sorte que le président élu, M. Urrutia, puisse prendre le pouvoir, que Mme Corina Machado, la prix Nobel de la paix, puisse jouer un rôle compte tenu de la force morale qu'elle représente. Mais Donald Trump et que le peuple vénézuélien puisse être amené à choisir. Donald Trump, manifestement, nous sommes dans une opération qui aujourd'hui laisse présager une transition au long cours, le temps pour les États-Unis, et il l'affirme. Il dit que les États-Unis vont diriger le Venezuela. Ça vous choque pas, ça ? Diriger l'administration, faire un... Bien sûr que ça me choque. C'est quoi, c'est une occupation ? Établir un protectorat, et à partir de là, gérer bien sûr les ressources
du Venezuela. Ne l'oublie deux choses. La réaction d'Emmanuel Macron, on va la voir, monsieur le Premier ministre. Le président de la République qui juge, je cite, que le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Maduro et ne peut que s'en réjouir. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Aucune condamnation de l'usage de la force. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction du président français ? Que l'on puisse se réjouir ou ne pas regretter le départ de Nicolas Maduro, je le redis, je le comprends parfaitement et je partage ce sentiment. Mais ce qui se joue va bien au-delà du Venezuela, a une dimension politique et symbolique extrêmement forte. Ce qui se joue, et c'est en cela que ça nous concerne, nous Français et Européens, c'est un changement complet de l'ordre international. Mais alors vous qualifiez comment cette réaction du président français? Comment vous la qualifiez? Aveugle. Aveugle? Inconsciente des réalités. Irresponsable en ce qui concerne l'avenir de notre pays et l'avenir de l'Europe. Pourquoi? Que fera-t-on demain quand Donald Trump fera le même raisonnement qu'il a fait pour adapter bien sûr aux circonstances, qu'il fait aujourd'hui pour le Venezuela, quand il le fera pour le Groenland? Quelle réaction sera celle de M. Macron? Quelle réaction sera celle des dirigeants européens? Il faut comprendre que ce qui se joue, c'est un changement. Mais pourquoi ça ne suffit pas? Mais est-ce que le droit international, c'est pas l'arme des faibles aujourd'hui? C'est bien pour ça que je vous réponds. Le droit ne suffit pas, il faut la puissance. C'est la première leçon que nous devons tirer, nous, aujourd'hui, ce matin. Et les Européens, c'est que nous devons nous doter des attributs de la puissance. Ça commence aujourd'hui par un grand pacte européen de souveraineté, parce que ce qui est visé par les États-Unis, comme par la Russie, voire par la Chine, c'est la souveraineté européenne et la souveraineté française. Vous décrivez Emmanuel Macron comme aveugle et inconscient dans sa réponse. Non, alors, permettez-moi de compléter, parce que... Allez-y. Non, mais parce que Jean-Luc Mélenchon dit... Permettez-moi de compléter. Allez-y. Permettez-moi de compléter. Parce que ce sont des points importants et je ne veux Bien pas sûr. caricaturer la situation. Emmanuel Macron a préféré, il a fait un choix, il a préféré ne pas surréagir, puisqu'il a craint à un moment donné d'irriter Donald Trump, il a préféré ne pas surréagir par rapport à la décision américaine d'intervenir à Caracas, parce qu'il a le sentiment de devoir mener un combat qui pour lui est plus important, qui est le combat de l'Ukraine. Et donc il a choisi en quelque sorte sa cible. Ce qu'il ne comprend pas, ce qui lui échappe, c'est que l'ensemble de ces sujets sont aujourd'hui liés. Ne pas réagir à ce qui se passe au Venezuela, c'est s'affaiblir dans la négociation sur l'Ukraine. Comme ne pas réagir à ce qui se passait au Proche-Orient, c'était s'affaiblir dans le combat pour l'Ukraine. Monsieur le Premier ministre, donc votre raisonnement, c'est Emmanuel Macron brade le multilatéralisme à travers sa réaction. Il privilégie ce qu'il croit être sa capacité à agir sur l'Ukraine avec les Européens. Et donc, au nom de l'action nécessaire sur l'Ukraine, il considère comme secondaire ce qui se passe à Caracas. Or, parce qu'il n'attache pas d'importance aux principes. Vous savez, comment vous qualifiez Donald Trump? Deuxièmement, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Premier élément donc, pragmatisme. Ce n'est pas être pragmatiste, c'est être, au contraire, hypocrite et ne pas voir l'ampleur de la menace qui nous saisit. Deuxièmement, sur l'efficacité. Nous ne serons pas plus efficaces sur l'Ukraine en fermant les yeux sur le Venezuela. Au contraire, nous serons encore moins crédibles. Il croit être courageux en se concentrant sur certains sujets. La vérité, c'est que de seuil en seuil, les États-Unis deviennent irrattrapables et la soumission européenne devient encore plus grande. Donc on ne sera pas plus efficace sur l'Ukraine en ne revoyant pas ce qui se passe au Venezuela. Comment vous qualifiez Donald Trump? C'est quel type de dirigeant? Ça reste un dirigeant démocrate au sens de la démocratie, c'est un dirigeant autoritaire. Comment vous le qualifiez? Donald Trump est à la tête d'un nouvel empire. Et donc il ne se sent tenu par aucune règle, par aucun droit, il ne respecte aucune parole, et c'est l'intérêt des États-Unis tel qu'il le conçoit qui le guide. Et c'est en cela que nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de mettre un frein aux appétits de Donald Trump. C'est en cela que l'Europe a la responsabilité, ne serait-ce que si elle veut être respectée, écoutée, pouvoir agir dans le monde,
de réagir. Regardez pourquoi M. Poutine, pourquoi M. Xi Jinping aujourd'hui n'éprouve même pas le besoin de parler aux Européens. Mais parce que autant aller parler directement à Donald Trump. Nous sommes en train d'être littéralement effacés de la scène internationale. Nous ne comptons plus parce que nous ne défendons pas nos principes, nos valeurs et que nous ne nous dotons pas des outils de la puissance. Dans une table de jeu, dans l'esprit de quelqu'un comme Donald Trump, quand on fait un deal, on évalue la capacité du partenaire à réagir et à peser. C'est pas un jeu. Sauf que là, c'est pas un jeu. C'est des centaines de soldats d'Ukrainiens qui meurent chaque jour. L'armée de Poutine continue à attaquer l'Ukraine régulièrement. Et la France soutient avec les autres pays européens l'Ukraine. Et sans leur soutien... C'est exactement ce que je pense, mais je ne suis pas sûr que vous puissiez dire cela à Donald Trump. Donald Trump se moque complètement de ce qui se passe en Ukraine. Il se moque de l'Ukraine comme il se moque de Gaza. Il a passé une année à essayer de trouver les voies et les moyens. À rechercher un deal qui puisse satisfaire Vladimir Poutine, qui n'en peut pas, mais... Enfin, vous êtes diplomate. Vous savez très bien que dans la diplomatie, à un moment, il faut discuter. Bien sûr. Mais je ne suis pas sûr que Donald Trump ait encore compris la nécessité, à un moment donné, d'expliquer à Vladimir Poutine que l'Ukraine a fait tous les gestes de bonne volonté pour marquer sa volonté de paix, puisque, rappelons-le, Volodymyr Zelensky a accepté le gel dans la région du Donbass et avoir une zone démilitarisée entre les deux lignes de front. Je crois qu'il y a là une série de gestes, des garanties, et c'est pour cela que nous serions sur le papier très près d'un accord de cessez-le-feu. Encore faut-il convaincre Vladimir Poutine. Et de ce point de vue-là, tout reste à faire. Comment on fait ? Tout reste à faire. Comment on fait pour convaincre Vladimir Poutine ? Question simple, demande d'être reconstruit. Est-ce que vous serez candidat à l'élection présidentielle ? Oui ou non ? Je l'ai dit à de plusieurs reprises, je suis engagé, je serai aux avant-postes de ce combat. La France humaniste, je l'ai créée pour participer à cette échéance. Les municipales seront un moment très important parce que ce sera l'occasion de discuter des enjeux comme ceux des services publics de proximité, le bon équilibre des pouvoirs entre Paris et donc vous serez candidat ? Je le dirai le moment venu, nous ne